Slavzilla! Simple bonne séquence ou éclosion tant attendue? On devrait le savoir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, mais tout indique que le Canadien a peut-être entre les mains l'attaquant qu'il espérait tant lorsqu'il a fait le controversé choix du gros Slovaque au repêchage de 2022. Un as dans sa manche qui va peut-être contribuer à rendre tout le monde meilleur et éventuellement faire paraître ses patrons comme des génies. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Loin l'idée de moi de me vanter. Après tout, quand tu commentes un sport comme métier, tu vas faire des mauvaises prédictions, avoir des opinions qui finalement étaient complètement dans le champ et avoir l'air fou. Mais des fois, t'es aussi bullseye et il y a à peine plus d'un mois, à la suite de la première séparation du trio Caulfield-Suzuki-Slavkovsky, je publiais cet épisode que vous voyez apparaître dans le coin, que vous pouvez d'ailleurs aller écouter, si jamais c'est pas déjà fait, où je prédisais que le CH allait avoir créé un deuxième duo offensif de qualité. Après celui Caulfield-Suzuki, voici maintenant Slavkovsky-Demidov. Et d'où Jésus! C'est exactement ça qui est arrivé. Mais bon, l'idée de cet épisode, c'est pas de me péter les bretelles, même si je viens un petit peu de le faire, soyons honnêtes, mais plutôt deux choses. La première, se poser la question suivante. Est-ce que Juraj Slavkovsky est arrivé pour de bon? Est-il finalement un joueur, un attaquant qui peut en être un de premier plan dans la Ligue nationale de hockey? Mais également, restez jusqu'à la toute fin pour entendre une réflexion à ce sujet-là. Un petit quelque chose qui me chicote au sujet des trios depuis longtemps. Et d'ailleurs, comme toujours, laissez-moi savoir ce que vous allez en penser en commentaire. Mais d'abord, avec une récolte de 18 points à ses 16 derniers matchs, ce qui est bon d'ailleurs pour le 10e rang de toute la LNH durant cette période, à égalité avec un certain Kirill Kaprizov. Pas rien, ça. Juraj Slavkovsky, est-ce qu'il est arrivé ou c'est simplement une bonne séquence? Tout juste avant de répondre à la question, je voulais prendre 30 secondes de votre temps pour vous dire tout simplement merci. On y est arrivé, 25 000 abonnés. On a commencé 2025 à 12 302. Jamais j'aurais pensé qu'on doublerait cette année. Et j'en suis honnêtement encore renversé. Merci à chaque personne qui prend une minute de son temps chaque semaine ou des heures à écouter les épisodes et même les diffusions en direct, les shorts, quoi que ce soit. Je le prends pas pour acquis, je tiens à vous le dire. Et maintenant, tel que promis, on fera tirer une paire de billets pour un match du Canadien. Le tirage en tant que tel aura lieu le 7 janvier lors de la diffusion en direct du match entre le Canadien et les Flames de Calgary sur ma chaîne. Venez vous joindre à nous entre la première et la deuxième personne. Et si vous pouvez pas... La deuxième période, ouais. Et si vous pouvez pas être là, inquiétez-vous pas, une publication va être faite pour que le gagnant puisse réclamer son prix. Merci à vous. Abonne-toi si t'es nouveau. Et maintenant... Slavkovsky. Il y a quelques éléments qui me permettent de croire que ça y est pour Slavkovsky. Bon, évidemment, tout va pas être un fleuve tranquille, ça veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de mauvaise séquence de sa carrière, entendons-nous. Mais dès sa deuxième saison dans la LNH, Slav a démontré qu'il pouvait, à tout le moins, être un contributeur de qualité sur un top 6. 2 saisons consécutives de 50 points à 19 et 20 ans dans la LNH, c'est pas rien quand même. Le problème pour Slav, comme bien des jeunes joueurs d'ailleurs, c'était la constance. Et jusqu'ici, cette saison, même avant l'excellente, la sensationnelle séquence actuelle, j'aurais argumenté que Slav était en train de trouver cette dite constance. Je dirais qu'il y a peut-être une mauvaise séquence jusqu'ici cette année, et c'était en même temps que l'équipe au grand complet. Quand les blessures ont commencé, puis que là, on ne savait plus trop sur quel pied danser, du 11 au 20 novembre, il n'a pas obtenu de points dans 5 matchs de suite, et c'était plus difficile. Mais comme je disais, c'était difficile pour pas mal l'entièreté de l'équipe à ce moment-là. À part cette brève période, même lorsqu'il n'obtient pas de points, plus souvent qu'autrement cette saison, je termine les rencontres en me disant « bon match de Slav ce soir ». En début d'année, alors qu'il n'avait que, je le mets entre guillemets, 5 points en 10 matchs, on voyait déjà l'importance de son jeu le long des rampes, ses récupérations de rondelles, son jeu physique, comment son échec avant aidait grandement Suzuki et Caulfield, même s'il n'obtenait souvent pas de points sur les buts marqués par son unité. Ça,
c'est l'élément 1 qui me fait croire que ça peut être soutenable et que c'est une éclosion et pas juste une bonne séquence. Je trouve que par rapport aux autres saisons, il semble avoir trouvé cette constance-là. D'ailleurs, vous entendez peut-être souvent le terme « second half slaff ». C'est parce que lors des 2 dernières saisons où, justement, il a récolté une 50aine de points, c'était difficile en début d'année. Il y a 2 ans, on pensait en deuxième moitié de saison « Oups, ça y est, plutôt. Et ça a mal commencé, le début de la saison 24-25. Puis dans la deuxième moitié de saison, on a fait « Oups! » Puis là, en début d'année, on était comme « Ah, on va-tu encore avoir un lent début de saison, puis il va finir par arriver. » Je trouve que cette année, même si la contribution a effectivement pris un petit peu de temps à arriver à un niveau un peu plus appréciable, il est beaucoup plus constant. Et on n'a pas eu, j'ai trouvé, à attendre second half slaff. Deuxième élément. Je trouve qu'on exagère d'ailleurs peut-être un brin à quel point c'est difficile pour Suzuki et Caulfield sans Slavkovski. Ceci étant dit, c'est en dents de scie, au mieux. Ça, c'est vrai. Et oui, beaucoup de leur production vient en avantage numérique sans Slav, mais c'est pas catastrophique non plus. La preuve, avec Slavkovski à leur côté. Caulfield et Suzuki obtenaient 60% de buts attendus à 5 contre 5. Au premier rang de tous les trios du Canadien qui ont disputé au moins 50 minutes ensemble jusqu'ici cette saison. Avec Bolduc, ça a baissé, mais regardez, c'est au 3e rang de l'équipe, à 53%, ce qui est tout de même bon pour le 3e meilleur rendement en tout de tous les trios qui ont été composés cette année, encore une fois, parmi ceux qui ont joué au moins une 50aine de minutes. Et ça n'a pas duré longtemps, mais Bolduc, Gallagher, Dak, ça marchait bien. Mais bref, là n'est pas le point. Donc, c'est pas catastrophique avec Zach Bolduc à leur côté, mais effectivement, c'est moins bien que ce l'était avec Juraj Slavkovski. Mais ça, j'aurais même pas eu besoin de vous montrer des statistiques, là. Je pense que n'importe qui regarde les matchs s'en rend compte. À l'inverse, l'arrivée de Slavkovski n'a pas eu le même effet positif sur le duo Kapanen-Demidov, du moins pas de façon aussi drastique par rapport à quand c'était Alex Newhook. Regardez, quand on compare les chiffres du deuxième trio avec Slav par rapport à Newhook, ils sont 4e et 5e, 49,1% de buts attendus quand c'est Newhook, 46,4% de buts attendus quand c'est Slavkovski. Ici, on regardait toute l'entièreté des chiffres par 60 minutes, tout ce que vous voulez. Ça se ressemble énormément. En ce qui me concerne, puis j'ai hâte de voir si vous êtes d'accord, mais ça me semble normal. C'est beaucoup plus difficile pour un gars qui est encore un jeune comme Slavkovski d'élever 2 recrues, aussi bonnes soient-elles, que de permettre d'élever 2 vétérans, que c'est eux les 2 moteurs du trio, puis que tout ce que tu as à faire, c'est les compléter. 2 gars, Caulfield, Suzuki, qui ont fait leur preuve dans la Ligue nationale de hockey. Et d'autant plus que sur le deuxième trio, Slav est beaucoup plus un meneur qu'un complément. Donc, son rôle est différent. Il est justement pas juste de compléter, mais là, c'est lui qui doit mener ce trio-là, et il le fait bien, et même si, dans ce genre de statistiques avancées, il n'élève pas tant le trio que son absence du premier est marquée, je pense quand même que ce deuxième trio fait un excellent travail. Dans les statistiques qui comptent réellement, pour ceux qui ne sont pas fans de stats avancées, même dans les statistiques qui comptent littéralement, le tableau indicateur, on voit par contre une différence. Regardez bien à 5 contre 5, la production par match des joueurs là, qui ont composé les 2 versions des 2 premières unités. Donc Caulfield, Suzuki, Kapanen, Demidov, Slavkovski. Bolduc n'était pas sur les 2 premiers trios en début de saison. Et Newhook, il est blessé. C'est la raison pour laquelle on a changé les trios. Même, pourquoi le 17 novembre? Le 17 novembre, c'est le premier match où on a inséré Juraj Slavkovski sur le deuxième trio. Il y a eu des rencontres là, depuis où on l'avait ramené et tout ça, mais majoritairement, c'est depuis cette date-là qu'il évolue sur le deuxième trio. Et vous voyez donc, ça c'est la production en points par match strictement à 5 contre 5 de ces 5 joueurs-là. Donc Caulfield, il a chuté de 0,72 à 0,5. Suzuki de 0,66 aussi à 0,5, donc un peu moins drastique. Kapanen est le seul qui a légèrement chuté sur le deuxième trio, de 0,5 à 0,4. Demidov a grandement augmenté de 0,44 à 0,7 et Slavkovski lui-même à 5 contre 5 de 0,17 à 0,6. En premier quart de saison, c'était presque juste en avantage numérique que Juraj Slavkovski récoltait des points. Donc, vous voyez que dans la production de buts en tant que telle, et pas ce qui est attendu, mais ce qui est marqué comme point sur la glace, donc l'absence de Slavkovski a fait baisser les statistiques de Caulfield et Suzuki. La présence de Slavkovski a fait augmenter la production d'Ivan Demidov et
celle de Kapanen. Honnêtement, je pense que c'est littéralement un point. Là. Dans le cas de Kapanen, il était 9 en 18. Avec Newhook, il est 8 en 20 avec Juraj Slafkovský. Donc, il est le seul là, sur le deuxième trio qui a un petit peu chuté. Et si on ajoutait Bolduc et Newhook, là, juste à des fins de complément d'information, Zach Bolduc, quand il était plus bas dans l'alignement, il avait 3 points en 19 matchs à 5 contre 5. Et depuis qu'il a été inséré sur le premier trio, il est à 9 en 20. Donc ça, c'est assez drôle parce que Zach Bolduc, lui, même si les gens trouvent que c'est lui qui semble ralentir Caulfield et Suzuki, ben, lui, dans les faits, il offre une production plus intéressante à 5 contre 5 depuis qu'il est là que dans le temps qu'il jouait avec le troisième, quatrième trio, là, peu importe. Il y avait quand même eu plus de changements dans le bas de l'alignement en début de saison. Là, excusez, c'est ça qui m'a confus pendant une fraction de seconde. Et ben, Alex Newhook lui produisait à 0,64 points par match. Et là, évidemment, il n'est pas là. Je pense qu'on peut arriver à la conclusion que le retrait du premier trio de Slafkovský, ça a effectivement eu un impact négatif sur celui-ci. Et un impact, quoique plus léger, positif sur celui de Kapanen et Demidov. L'échantillon, d'ailleurs, est quand même maintenant suffisamment grand pour en arriver à cette conclusion. Le deuxième trio 2.0 avec Slav a maintenant joué plus de minutes ensemble que la version 1.0 avec Alex Newhook. Ce qui m'amène à cette observation, barre oblique, réflexion sur la composition des trios parce que c'est quelque chose qui me fascine. Il y a, du moins cette année, une obsession que les partisans semblent avoir avec le premier trio. Dès le début de la saison, avec l'arrivée de Demidov, je me faisais demander sans cesse à quand Demidov sur le premier trio. Comment on va faire quand il va être sur le premier trio avec Suzuki? Ça va être quoi le reste du trio? Mais il faut le mettre avec Suzuki. Peu importe la formulation, c'était le genre de discussion que les gens amenaient à quand Demidov sur le premier trio. Et c'est quelque chose, dès le départ, c'est ce que je répondais tout le temps, c'est quelque chose qui m'a chicoté. Pourquoi? Ça se peut des équipes qui mettent tous leurs œufs dans le même panier sur une ligne, sur un vrai gros premier trio, sans l'ombre d'un doute. Le meilleur exemple, l'exemple parfait, c'était les Bruins avec Marchand, Bergeron, Pasta. C'est beau, cette photo-là est vraiment drôle. On dirait une genre de danse en ligne ou quelque chose. En tout cas, excusez. Tampa a longtemps fait ça aussi. Braden Point, Kucherov, Stamkos. Bang! Ça, c'était un premier trio. Mais en ce moment, j'argumenterais que c'est plus le cas à Tampa. Gensel et Hagel sont sur le deuxième trio, alors que Point et Kuch sont sur le premier. Si on voulait vraiment répéter la chose, ce serait Gensel qui serait tout le temps là, aux côtés de Braden Point et Kucherov. Evgeny Malkin, peut-être le deuxième meilleur joueur de centre de sa génération. Personnellement, je pense qu'il l'est. Mais bon, le but n'est pas de débattre sur la carrière de Gino Malkin aujourd'hui. Il a passé sa carrière comme deuxième centre avec les Pingouins, sauf quand Sid était blessé. Vous pouvez passer les bonnes équipes de la LNH à la loupe. Il n'y a pas de consensus clair. Certaines formations y vont all-in sur un premier trio, d'autres préfèrent avoir des unités plus balancées. Sauf que quand on regarde les équipes qui balancent les choses, justement, elles ont un point en commun. Assez d'eux pour les séparer dans plusieurs paniers. Je dirais que le chiffre magique, 4. 4 cocos. Si tu as 4 attaquants, peu importe le nombre de centres d'ailiers, ben c'est sûr que si c'est 3 centres, c'est plus difficile, mais tu peux en prendre un et le mettre à l'aile. Regardez Stamkos, dans son temps à Tampa. Alterner tout le temps entre l'aile et le centre en fonction de qui étaient les joueurs de centre disponibles. Donc, l'argument peut quand même se tenir. Si tu as 3 centres, c'est ce que je veux dire par là. Bref, tu formes 2 duos. Quand tu as l'occasion de former 2 duos, tu le fais. Et la façon dont je regarde la possible évolution du Canadien dans les prochaines années, je pense que c'est là qu'on s'en va. D'abord parce que Martin Saint-Louis répète ad nauseam qu'il veut venir par vague. Même les joueurs, on l'entend des fois dans les points de presse d'après-match. « We want to come in waves ». Ça, c'est un premier indice que c'est vers ça qu'on se dirige du côté du Canadien de Montréal. Mais aussi, si on arrive où on veut aller chez le Canadien, viendra un moment où on ne saura peut-être plus réellement lequel est le premier et le deuxième trio. Et ce ne sera pas non seulement une mauvaise chose, ça va être une bonne chose, je pense. Regardez les Stars de Dallas. Dans les faits, le premier trio à Dallas, c'est celui de Wyatt Johnston en ce moment. Ils forment un duo avec Mikko Rantanen. C'est Sam Steele, la dernière fois que j'ai regardé un match des Stars, qui jouait avec eux. Rupe Hintz, de son côté, est avec Jason Robertson. Bang, deuxième duo. Premier duo, Rantanen, Johnston. Deuxième duo, Rupe Hintz et Robertson. Et c'est présentement Maverick Bourque, je pense, qui est sur l'autre flanc avec ces gars-là. Tout comme Caulfield, Suzuki, Slafkovský et Demidov à Montréal,
Johnston, Rantanen, Robertson et Hintz jouent ensemble sur la première vague d'avantage numérique. C'est là où tu mets ensemble tes gros canons. Sur ta première vague d'avantage numérique, tu les mets tous là. Let's go. 4 attaquants, 1 défenseur. Puis il y a même des équipes qui commencent à faire 5 attaquants des fois. Mais bon, dans le cas du Canadien, tu as Lane Hudson. Fait que tu mets Lane Hudson. Mais à 5 contre 5, on se sépare la tâche. Et regardez les résultats à Dallas. D'abord, 3 finales de l'Ouest de suite. Et en ce moment, Rantanen est premier marqueur de l'équipe, mais Robertson est deuxième à égalité avec Johnston et il est premier pour les buts. Tout le monde se dirige vers au moins 60 à 65 points. Et tout comme à Montréal, les 5 joueurs de la première vague d'avantage numérique, c'est tes 5 meilleurs marqueurs. Dans les deux cas, tu prends les 4 attaquants que j'ai mentionnés et tu ajoutes le défenseur sur la première vague. Hudson à Montréal, Miro Heiskanen à Dallas. Donc, je pense que déjà, il faut arrêter avec l'obsession du premier trio puis se demander quand Demidov va jouer sur le premier trio. Parce que la réalité, je m'excuse, je vais le dire de façon un peu crue, parce qu'on s'en fout. On s'en fout. Il faut se concentrer sur faire la meilleure composition possible. Phil Kessel, quand Pittsburgh est allé le chercher, on se disait tous « D'où Jésus, ça va être fou avec Crosby! » Puis finalement, il a joué sur le deuxième trio, il a joué sur le troisième trio en série. Il a quand même fait du 80 à 90 points par saison. C'était pas grave. On s'en fout. Pittsburgh a gagné 2 coupes de même. Ça n'a pas marché, ça n'a pas cliqué directement avec Sid à 5 contre 5. Tu le mets ailleurs et ça a fonctionné pareil. Il faut cesser de se demander tout le temps « Hey, c'est qui 3 gars sur le premier trio? » Parce que créer un premier trio complètement dévastateur, je dis pas que ça peut pas arriver. Si jamais on se rend compte que Suzuki, Slavkovski, Demidov ou Suzuki, Demidov, Caulfield ou non mais peu importe qui, peut-être que dans 5 ans, ça va être Zarovski. I don't know. Peut-être qu'on va y arriver. Mais si Slav et Demidov demeurent quelques saisons sur le deuxième trio, c'est pas grave. Pas du tout même. Ça veut même pas dire que peut-être que Demidov va pas être le meilleur marqueur d'une équipe en étant sur le deuxième trio. Alors, j'espère qu'en ce moment, si la composition actuelle du Canadien prouve une chose, c'est que tu n'as pas besoin de mettre tous tes meilleurs joueurs sur le premier trio pour avoir ton premier trio, puis c'est pas grave que Demidov soit sur la deuxième ligne avec Slavkovski, parce que peut-être que pendant un certain temps, ça va être eux qui vont mener l'équipe, comme honnêtement depuis quelques matchs. C'est ce qu'ils font. À 5 contre 5, depuis quelques rencontres, je dirais que le trio de Slavkovski, Demidov et Kapanen est le meilleur du Canadien de Montréal. Ça ne fait pas de ce trio-là le premier pour autant. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que Slav est arrivé pour de bon? Est-ce que c'est simplement une bonne séquence? Est-ce que tu es d'accord que c'est pas grave que ces joueurs-là soient sur un deuxième trio? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu as apprécié ce que tu viens d'entendre et tu veux écouter un autre épisode? Clique juste ici et on se reparle. Ciao!